Mesdames et Messieurs, je vous prie d'accueillir le chef du Parti libéral, M. Philippe Couillard. Merci, merci. Merci, mes amis. Merci. 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 Merci, Monsieur le Président. Je crois que vous retrouverez plusieurs réponses à vos préoccupations dans les remarques que je vais faire au cours des prochaines minutes. Je voudrais saluer les distingués invités de la table d'honneur. Peut-être deux mentions spéciales. D'abord, ma chère Monique, j'apprécie beaucoup que tu aies fait un détour, je crois, pour venir me rencontrer et m'écouter aujourd'hui. C'est très cher à mon cœur, cette collaboration professionnelle que nous avons eue. Plein de bons souvenirs qu'on ne mentionnera pas tous ici, mais je suis content de te voir. Également, Dr. Guy Breton, mon collègue de médecine dès 1985, qui était déjà quelqu'un de très dynamique à l'époque, et je vais vous révéler que Guy fête son anniversaire aujourd'hui. Alors, bonne fête, mon cher. Alors, Mesdames, Messieurs, le Parti libéral du Québec a été, est et sera le parti de l'économie. Dans le nom de notre parti, dans le nom libéral, il y a bien sûr liberté. Liberté pour liberté individuelle, oui, mais liberté pour libre entreprise et liberté pour libre-échange. Nous croyons aussi que le pôle moteur, le rôle moteur principal de la création d'emplois et de la croissance économique, il faut le dire, même si c'est évident dans cette salle, c'est l'entreprise privée. L'État ne crée pas directement les emplois, il crée un environnement, un terreau, pour que vous, les entrepreneurs, soyez en mesure de faire progresser vos entreprises et donc de créer de l'emploi. Lorsque l'État se mêle de choisir les gagnants, il se trompe plus souvent qu'autrement. Lorsqu'il se mêle, par exemple, de leur désigner des sites d'implantation pour leurs entreprises, il se trompe le plus souvent. Notre intention est claire, c'est oui, Monsieur le Président, de remettre de l'argent dans les poches des contribuables en leur donnant des bons emplois et en réduisant la fiscalité. De réduire la taille de l'État, de réduire la bureaucratie administrative, surtout de notre appareil d'État, au profit des services directs à la population, et déployer rapidement des mesures créatrices d'emplois. Vous l'avez entendu, on veut créer ou faire créer par l'économie, il faut que je reste conséquent avec mes propos d'ouverture, 250 000 emplois sur les 5 prochaines années. Et je voudrais vous indiquer que ce chiffre-là est réaliste et appuyé sur ce qu'on a accompli au Québec lors des dernières années. Entre 2003 et 2012, le Québec a créé en moyenne 40 000 emplois par année. Il y a donc un écart de 10 000. Uniquement en augmentant le rythme de construction de nos infrastructures et d'autres mesures, on devrait normalement arriver à cet objectif. On veut donc également faire croître l'économie dans un environnement sain. Et je dirais très clairement, et je crois que Montréal l'a dit haut et fort, que les dernières choses dont Montréal et le Québec ont besoin, c'est une campagne référendaire permanente ou la division amenée par une charte discriminatoire. Avant de vous parler de nos propositions, je voudrais dresser avec vous un portrait de l'état des lieux de notre maison économique du Québec. Comment va-t-elle? Bien, elle ne va pas très bien ces temps-ci. Nous avons à faire face à un déficit, comme vous le savez, de 3 milliards de dollars. Il y a une paralysie presque complète de la création d'emplois dans le secteur privé, particulièrement en 2013. Il y a une chute des investissements non résidentiels. Et malheureusement, on apprend que de janvier à juin 2013, la moitié des faillites d'entreprises canadiennes ont été enregistrées au Québec. Au-delà des problèmes à court terme, on a également à faire face à des enjeux structurels de notre économie. Vous les connaissez, mais je pense qu'il est bon que nous les rappelions. D'abord, notre niveau de vie mesuré par le PIB par habitant est inférieur aux autres Canadiens. Et nous avons cette équation fondamentale dont j'ai parlé et qui a été publiée, je crois, par Robert Gagné d'HEC, les chiffres 20, 23, 27. Nous sommes 23 % de la population canadienne. Nous ne créons que 20 % de la richesse canadienne, mais nous représentons 27 % des dépenses provinciales au Canada. Nous avons une dette et une fiscalité trop lourdes, et bien sûr, avec ce qui s'ensuit, une productivité qui en souffre. Ce qu'on propose d'abord, c'est un gouvernement qui est entièrement et complètement tourné et concentré vers l'économie, la création d'un emploi et bien sûr le développement et le maintien de nos services d'éducation et de santé. Pour ça, on amène
à la table du Conseil des ministres, une équipe qui est compétente, qui sera prête à gouverner, qui est expérimentée et également renouvelée. Je voudrais d'ailleurs saluer la présence de notre trio de recrues à la table, non pas des recrues en économie, mais des recrues politiques, M. Leitao, M. Coiteux, M. Daou. C'est un honneur pour moi, comme chef du Parti libéral du Québec, de vous compter parmi nos candidats et on espère bien sûr faire rayonner et réussir le Québec, en particulier grâce à vous et toute notre équipe de candidats, dont Mme David et tout le monde ici qui est dans la salle. Les propositions que je vais élaborer avec vous, elles ne sont pas venues des nuages ou elles ne sont pas venues de lecture ou de théorie. Elles sont venues de l'année et demie que j'ai passée à parcourir le Québec, année et demie durant laquelle j'ai rencontré des entrepreneurs, des Québécois, des Québécoises partout, des îles de la Madeleine, en Outaouais, jusqu'en Abitibi, en passant bien sûr par Montréal et Québec, et bien sûr chez moi, mon nouveau chez moi depuis quelques années, au Lac-Saint-Jean. Donc, il n'y a pas un seul problème qu'on veut résoudre que je n'ai pas vu exprimé par des citoyens et des entrepreneurs. Il n'y a pas un seul enjeu dont je ne sais pas qu'il est réel et mesurable. Et il n'y a pas une seule solution qu'on n'a pas testée d'abord avec les gens qui vivent les problèmes. Donc, comment faire pour rebâtir, renouveler, moderniser la maison économique du Québec? D'abord, comme dans toute maison, il faut travailler sur les fondations. Les fondations, c'est des finances publiques bien gérées, une fiscalité allégée et une dette sous contrôle. Vous avez vu notre cadre financier, il est disponible sur le site Web du Parti. En gros, rappelons les principaux éléments. Nous proposons de contrôler la croissance des dépenses de l'État à 2,8 %, ce qui est un objectif réaliste et crédible. Je vous indique que les objectifs plus agressifs de réduction de dépenses, croyez-en mon expérience et des collègues qui ont participé au gouvernement dans le passé, ne sont ni crédibles ni réalistes, conduisent à des crises sociales, des crises de services publics qui, en général, amènent les gouvernements à surcorriger et amènent beaucoup d'instabilité. Nous visons une croissance économique de 2,1 %. Je sais que certaines ont noté que c'était relativement optimiste. Optimiste par rapport à quoi? Par rapport à l'état actuel de l'économie du Québec, certainement, et c'est réaliste d'aller là. Pourquoi? Le Conference Board vient de dire qu'il revise sa cible à 2 %. Donc, avec 2,1 %, on est tout simplement autour de ce qu'on vise, qui est la moyenne canadienne. On veut atteindre et on atteindra l'équilibre budgétaire en 2015-2016. Et en dégageant progressivement les surplus, nous prescrivons déjà l'utilisation de ces surplus pour lesquels, comme vous le savez, il y a toujours plein de causes et de gens intéressés. Mais nous exprimons de façon très claire la chose suivante, c'est que 50 % des marges de manœuvre sera consacrées à la dette du Québec et que 50 % des marges de manœuvre sera consacrées à l'allègement du fardeau fiscal des Québécois. C'est un engagement précis et ferme que nous prenons. Quelles sont les mesures crédibles que nous amenons au menu de notre gouvernement éventuel pour contrôler les dépenses et donc rétrécir un peu la taille de l'État dans l'économie? D'abord, ce que le Conseil du patronat a appelé le cran d'arrêt, c'est une expression que vous connaissez, je crois, maintenant, mais à laquelle nous adhérons pleinement, qui veut dire tout simplement qu'il y a toujours de très bonnes idées au Québec pour créer de nouveaux programmes, identifier de nouveaux besoins, mais que sous notre gouvernement, tout nouveau programme devra obligatoirement s'accompagner d'une économie correspondante dans l'appareil d'État. Assez d'empilage de programmes les uns par-dessus les autres, et surtout, c'est terminé d'aller piger dans la poche des contribuables à chaque fois qu'un nouveau programme apparaît au Québec. Je veux le dire de façon très ferme, parce que c'est un engagement formel que nous prenons et on en rendra compte. On veut également, plutôt que nous engager dans une révision ponctuelle des programmes, tous les gouvernements, tous les partis politiques à l'approche d'une élection disent toujours, vous avez noté, on va faire une révision exhaustive des programmes gouvernementaux. Afin de donner davantage de chair et de crédibilité, je crois, à cet engagement, j'annonce que nous allons créer un mécanisme de révision permanente des programmes gouvernementaux sous l'égide du Conseil du Trésor et qui rendra compte publiquement de ses travaux, de telle façon que chaque programme de l'État sera tour à tour évalué quant à sa pertinence, quant au niveau de ressources qui lui sont attribuées et quant aux changements à y apporter, d'ailleurs, dans un sens ou dans l'autre. Nous avons, sur le plan des réductions de dépenses et de bureaucratie, des objectifs spécifiques dans 2 secteurs. D'abord en santé, où nous croyons certainement possible de réduire de 10 % la partie bureaucratique du réseau, la partie administrative du réseau, ce qui en passant dégage environ 300 millions de dollars de marge de manœuvre au cours des prochaines années. Et en éducation, où le réseau d'éducation ayant atteint sa pleine maturité, on n'a plus besoin d'un ministère de l'Éducation de la taille qu'il a actuellement, et on peut certainement envisager de réduire son effectif de 500 personnes au cours des 5 prochaines années. Nous allons abolir les directions régionales du ministère de l'Éducation qui œuvrent en double à côté des commissions scolaires, le tout générant une marge d'environ 200 millions. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? On le réinvestit dans les services directs à la population. Il s'agit de réduire pour investir.
D'abord, en santé, les cliniques ouvertes 7 jours sur 7 avec des médecins omnipraticiens et spécialistes. L'imagerie de cabinets privés, actuellement défrayée soit de la poche des patients ou avec leur assurance, sera maintenant couverte par l'assurance maladie. On parle des échographies, des scans. Les super-infirmières, on va accélérer leur déploiement, 2000 sur les 10 prochaines années. En éducation, on va lutter fortement contre l'intimidation. C'est un problème pressant, c'est un problème important. La plupart des familles ont eu beaucoup de peine, de drame, même dans certaines familles. Il faut lui accorder toute l'importance qu'il faut à cette question. Et bien sûr, étendre, faire progresser l'enseignement de l'anglais en 6e année et l'aide aux devoirs, qui a été un grand succès à l'école primaire et qu'on veut étendre plus loin dans le curriculum. Notre fiscalité maintenant, M. le Président, vous en avez parlé. Oui, on veut réduire la fiscalité. On va commencer d'abord par cette mesure dont je vous ai parlé tantôt, 50 des marges de manœuvre affectées à la baisse de la fiscalité, en ciblant d'abord la taxe santé, qui va disparaître de façon chiffrée à partir d'une réduction progressive jusqu'à une disparition complète sur environ 4 ans. Pourquoi pas dès maintenant? Parce que si on vous dit dès maintenant qu'on veut abolir la taxe santé, je suggère que vous ayez un léger doute. Il faut équilibrer les finances publiques, il faut repartir la fiscalité sur de bonnes bases, mais on prend l'engagement que les marges de manœuvre seront utilisées pour réduire jusqu'à abolir la taxe santé. Mais on doit aller plus loin, on doit agir de façon structurante sur la fiscalité du Québec, qui, comme vous avez dit, a des côtés dysfonctionnels. Au cours des dernières années, on a, excusez pour l'anglicisme, patché, en bon québécois on dit ça, à gauche, à droite, un crédit d'impôt ici, un crédit d'impôt là, un allègement de palier ici, sans parfois qu'il y ait de cohérence et sans surtout que les incitatifs soient aux bons endroits et donnés de la bonne façon. Alors nous allons, dans les premières semaines de notre gouvernement, former une commission d'études dont le mandat sera de proposer une vaste réforme de la fiscalité du Québec, autant pour les particuliers que les entreprises. Pour les particuliers, bien sûr, on veut récompenser le travail, l'effort, les promotions, ces fameux taux marginaux dont vous parliez, Michel, c'est exactement ce à quoi il faut s'attaquer. Pour les entreprises, il faut favoriser l'investissement, la création d'emplois, et particulièrement les deux taxes qui, pour nous, sont plus lourdes qu'ailleurs au Canada, la taxe sur les bénéfices pour les PME et les taxes sur la masse salariale. Vous savez qu'on est un peu les champions canadiens des taxes sur la masse salariale. Alors, cette commission va faire des recommandations qui seront mises en place, bien sûr, à la lumière ou lors des budgets subséquents. C'est excessivement important de faire ce travail correctement, patiemment, et de résister à l'envie de corriger des problèmes à la pièce et de rendre les incitatifs ou les désincitatifs encore plus confus. Par exemple, pour les entreprises, le moment est venu de se demander, face aux sommes importantes, c'est environ 2 milliards de dollars que l'État québécois consacre à l'aide aux entreprises, est-ce qu'une partie au moins de ces sommes ne pourrait pas être tout simplement transformée en allègement fiscal pour les entreprises, de façon à ce que les entrepreneurs prennent eux-mêmes, elles-mêmes, les risques et les décisions. Une fois ces enjeux très structurants posés, notamment la réforme de la fiscalité, qui, à mon avis, est d'une importance historique pour le Québec, il faut déjà s'engager dès les premières semaines de notre gouvernement dans des mesures de relance de l'emploi à court terme. Alors, les recettes sont connues, mais elles doivent être appliquées. D'abord, c'est l'accélération du programme d'infrastructure québécois. Vous savez qu'on veut réintégrer le 15 milliards que le Parti québécois a retiré. Ça signifie 1,5 milliard par année qu'on va affecter principalement, bien sûr, à des infrastructures génératrices de croissance économique, dont spécifiquement les infrastructures de Montréal, de transport et de transport en commun. L'autre mesure à court terme de relance de l'emploi qui fonctionne toujours, c'est un vaste et généreux crédit d'impôt à la rénovation domiciliaire, dont l'application va être beaucoup plus large que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Par exemple, ça va inclure les transformations multigénérationnelles des maisons, les travaux habituels de préparation pour des aînés en perte d'autonomie ou des personnes handicapées, et l'ensemble des rénovations que les familles veulent faire. Pourquoi? Ça va faire travailler notre monde, ça va relancer l'industrie de la construction qui est sérieusement ralentie, et c'est une très bonne façon de lutter contre le travail au noir. Alors, on nous dit, oui, mais ces infrastructures, je voyais le monsieur dette tantôt qui se promenait pour nous accueillir, ces infrastructures, ça va donc générer de la dette, puisque, par définition, les infrastructures sont financées par les emprunts du gouvernement. Oui, mais c'est ce qu'on appelle de la bonne dette, la dette qui est basée sur des infrastructures elles-mêmes génératrices de croissance économique. Ce qu'il faut à toute force éviter, c'est la partie de la dette qui vient des déficits annuels d'opération. Il y en a un en cours, il y a 3 milliards dont on sait déjà qu'il va aller s'accumuler sur la dette. C'est ce qu'on ne veut plus voir au Québec. Et ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter, parce qu'on veut s'attaquer à la dette, qu'on doit arrêter de développer nos infrastructures. Au contraire, je me souviens très bien, Monique, quand on est arrivé au gouvernement, tu as lancé, dès le début,
le programme de maintien d'actifs dans les réseaux d'éducation et de santé qui était complètement délaissé auparavant et ça a eu un impact spectaculaire sur la qualité de nos installations. Mais si on se pose des questions sur nos intentions quant au poids de la dette dans l'économie, qui est la bonne façon de mesurer la dette dans le monde, c'est bien sûr que ces dépenses accrues d'infrastructures sont compensées par des paiements accrus au Fonds des générations et également l'affectation de 50 des marges de manœuvre à la dette, comme je vous l'ai dit. À moyen et long terme, il faut également agir et lancer des initiatives dès le début de notre gouvernement. Ce sera d'abord la relance du Plan Nord. Quelle malheureuse idée, quelle erreur fondamentale que d'avoir freiné l'élan du Plan Nord, dont le monde entier parlait avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme. Alors, on va le relancer dans les premières semaines, on va lui ajouter certains volets, comme le fait de demander à Investissement Québec de se mobiliser pour bâtir au Québec un réseau d'équipementiers, de faire en sorte que nos entrepreneurs, partout au Québec, puissent saisir cette occasion extraordinaire qui est devant eux, devant elles, et rentrer dans la croissance reliée au développement du nord du Québec. Il y a la stratégie maritime, qui est également un peu mon bébé personnel, quelque chose que j'aime beaucoup, auquel je tiens beaucoup, qui vise à capturer la croissance économique supplémentaire que nous apporte le libre-échange avec l'Europe et le volume accru de marchandises qui va transiter par le Golfe, par le fleuve, jusqu'au cœur de l'Amérique du Nord. Et il y a surtout des initiatives nombreuses pour les petites et moyennes entreprises, ces entreprises de moins de 200 employés, où on retrouve, il faut le répéter, 50 des emplois au Québec et 75 ou 80 des nouveaux emplois au Québec. Donc, il faut poser des gestes structurants, des gestes précis et des gestes qui vont avoir un impact réel sur la capacité des entrepreneurs d'engager du personnel. D'abord, le capital de démarrage. Il y a plusieurs fonds de démarrage au Québec, des fonds de capital de risque, mais on manque de capital patient. Nous avons proposé une mesure de crédit d'impôt sur le capital pour un investissement d'une durée minimale de 3 ans dans une entreprise en démarrage, comme ça a été fait en Grande-Bretagne, d'ailleurs avec un grand succès. Nous allons continuer à soutenir l'innovation, mais de façon plus diversifiée pour les PME. Vous connaissez bien sûr les crédits de R&D. Ils sont difficiles d'accès pour nos PME, difficiles à financer lorsqu'une entreprise n'a pas le flot financier nécessaire. On va retourner à des mesures d'aide directe pour des projets ponctuels avec des jalons précis. Et bien sûr, on va, par ailleurs, proposer le premier allègement de taxes sur la masse salariale depuis longtemps au Québec pour tout employé engagé dans un projet d'innovation qui inclut les améliorations de processus, de chaînes de montage ou logistique. Un autre élément majeur pour nos PME, c'est l'exportation. Je pense qu'on peut dire ensemble ici que nos PME, parfois, pourraient exporter plus tôt qu'elles ne le font. Plusieurs raisons, manque de culture d'exportation dans certains secteurs industriels, dans certaines régions, quoique les choses se développent rapidement. Alors, nous voulons donner vraiment une impulsion aux exportations avec un crédit, je peux vous le dire, qui fait déjà beaucoup d'intéressés partout au Québec où j'en parle, qui est un crédit d'exportation de 50 % du point d'origine au point de destination. Alors, si je vous explique en bref et de façon concrète de quoi il s'agit, j'ai visité 2 entreprises qui sont d'excellents exemples de l'impact d'une mesure semblable. Une entreprise à Val-d'Or qui s'appelle MBI Forage, 50-60 employés. Ils fabriquent des tuyaux pour le forage. Ils envoient ça en Zambie, au cœur de l'Afrique. Alors, quand j'ai expliqué à l'entrepreneur cette proposition d'un crédit d'impôt à l'exportation jusqu'au point de destination, il n'y a pas besoin de voir un globe terrestre pour savoir l'intérêt de cette mesure. Même chose chez moi, à Roberval, Équipement Gilbert, entreprise créée par une seule personne avec un seul camion dans sa maison hypothéquée il y a 30 ans, qui maintenant emploie 150 personnes, exporte en Australie. Voilà le genre de mesure qui permet aux entrepreneurs d'engager des gens et de diversifier leur marché. Pour les entreprises, on veut également agir pour diminuer la paperasse, le fardeau administratif des entrepreneurs de 50 % par les recommandations de Michel Audet, mais également par un dossier unique, un interlocuteur unique pour les entrepreneurs au gouvernement ou à Investissement Québec. On veut favoriser le transfert des entreprises, soit aux membres de la famille ou aux employés, et faire en sorte que les entreprises restent où elles sont et ne soient pas retirées du contexte régional où elles se situent. Alors, comme vous le constatez, on a un plan précis. On a vraiment une équipe de grande qualité. Moi, je défie quiconque de trouver dans notre équipe économique actuelle, les personnes déjà présentes et celles qui s'ajoutent, une équipe d'une qualité semblable au cours des dernières années au Québec. Alors, vous avez donc raison d'espérer le mieux pour Québec et Montréal. Parlons maintenant plus spécifiquement de notre métropole, de Montréal, qui doit absolument retrouver et réussir sa vocation de métropole internationale du savoir, de la culture et de l'innovation. Moi, je salue le leadership du maire de Montréal, M. Coder, qui, entre autres, fait des visites dans les régions. Chez moi, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où, effectivement, Michel, les gens là-bas veulent que Montréal se développe. Personne n'a d'objection en région
à ce que Montréal atteigne son plein potentiel. Au contraire, ils y voient immédiatement leur intérêt. Donc, ce faux choix qu'on présente parfois au Québec, il faut choisir entre les régions et Montréal, c'est une illusion. Il faut absolument développer Montréal pour que l'ensemble du Québec en bénéficie. Alors, ce leadership, on le salue, on l'accueille favorablement, de même que les travaux de Jacques Ménard, dont on partage beaucoup les conclusions et les grandes lignes, notamment que Montréal entre en compétition, non pas avec les autres villes du Québec ou de l'Est du Canada, mais avec Seattle, avec Boston, avec Philadelphie. Alors, on a des atouts formidables pour réussir à Montréal. Le visage français, la diversité, nos universités extraordinaires et les créneaux d'excellence, bien sûr, qui existent déjà. Alors, on propose un plan en 5 points pour Montréal. D'abord, une gouvernance renouvelée, les outils de décision pour Montréal, à la lumière de ce qui existe à Toronto. Vous savez qu'il existe en Ontario une loi sur Toronto qui établit clairement qu'on reconnaît le niveau municipal de gouvernance à Montréal, à Toronto là-bas, et qu'on donne une autonomie de décision à ces 2 grandes villes, Montréal chez nous, Toronto là-bas, pour prendre des décisions qui doivent être prises. Deuxièmement, les outils nécessaires à une métropole internationale. Ça signifie la diversification des sources de revenus et également un nouveau partage de responsabilités en agissant de façon plus spécifique dans des enjeux qui sont proches du gouvernement municipal. Non pas de l'administration municipale, du gouvernement municipal qu'on veut reconnaître à sa pleine valeur. Par exemple, toute la question, vous en avez parlé, Michel, de l'intégration, de la francisation des immigrants, de leur intégration au marché du travail. Également les problèmes sociaux propres à une grande ville comme Montréal, comme l'itinérance. Il y a lieu de donner beaucoup d'autonomie et de liberté d'action à Montréal, sans parler des politiques d'orientation du développement économique. Alors, le maire de Montréal trouvera en moi un partenaire, un collègue et pas un supérieur hiérarchique. Troisième élément, c'est les infrastructures qu'il faut accélérer rapidement. Ça suffit, je pense, les comités, les études, je pense qu'on en a eu quelques-unes. Turcot, il faut appuyer sur l'accélérateur. Champlain, il faut avancer, commencer la réalisation, avec des mesures de mitigation. Vous savez qu'on en a proposé quelques-unes. Et bien sûr, les transports en commun. Il y a plusieurs dossiers qu'il va falloir prioriser. Par exemple, le train de l'Ouest pour la population de l'Ouest de l'île et la prolongation du métro vers l'Est, vers l'extrémité Est de l'île de Montréal. Et je pense que le temps est venu également de revoir les responsabilités respectives de l'Agence métropolitaine de transport et de la communauté métropolitaine de Montréal. Je pense qu'il faut aborder le transport en commun dans une perspective beaucoup plus régionale que ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Quatrième élément, c'est une nouvelle impulsion économique à Montréal. Alors, vous savez, mon attachement, puis je ne rappellerai pas les détails et les péripéties parfois du dossier des hôpitaux universitaires, mais l'installation du CHUM au centre-ville, de la partie est du centre-ville, c'est un puissant outil de développement urbain pour Montréal. Et voilà l'occasion, Monsieur le Président, voilà l'occasion de recouvrir l'autoroute Ville-Marie, de redonner accès aux Montréalais à partir du centre-ville jusqu'aux berges du fleuve et au Vieux-Montréal, et d'en profiter pour attirer les entreprises, les institutions publiques autour du CHUM et de son centre de recherche pour en faire non seulement un projet urbain de qualité, mais un projet de développement économique presque unique en Amérique du Nord. Alors moi, ce sera mon projet personnel pour Montréal. Je tiens à vous le dire, Monsieur le Président, le quartier de la santé. J'ai parlé du plan Nord tantôt, et parfois à Montréal, on pense que le Nord, c'est loin, puis il y a plus ou moins d'impact ici. Mais vous savez que dans le plan Nord, lorsqu'on l'a débuté, lorsque M. Charest et le gouvernement l'ont débuté, il y avait environ 70% des fournisseurs qui se situent dans la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, c'est un plan pour tout le Québec. Moi, j'ai rencontré des entrepreneurs impliqués dans le plan Nord de la Gaspésie, en Abitibi, en Montérégie, partout, qui ont bien sûr noté l'impact négatif de l'arrêt du plan Nord. Le fait de le relancer va également avoir un impact sur Montréal. La stratégie maritime, donc, capturer cette richesse apportée par le libre-échange. 2 éléments très rapides. Il y a plusieurs éléments de cette stratégie. On va travailler avec le fédéral pour accompagner les projets d'expansion du port de Montréal, notamment vers Contrecœur, mais également dans les installations existantes. Et on a fait l'annonce déjà de la création d'un pôle logistique de niveau international dans la partie ouest de la Montérégie, autour de Vaudreuil-Soulanges, de façon à capturer la plus grande partie possible de la richesse attribuée au transport des marchandises et aux liens importants d'intermodalité qu'il faut conclure et bâtir à Montréal. Il y a un enjeu qui est toujours d'actualité à Montréal, c'est la rétention de nos sièges sociaux. Je dirais qu'il faut d'abord faire l'attraction de sièges sociaux avec une ambiance économique, une ambiance politique stable, une ambiance économique favorable, une ambiance sociale également accueillante. Donc, ces sièges sociaux, on veut les garder chez nous. Il y a parfois des offres d'acquisition hostiles, des offres publiques d'achat qui ne sont pas souhaitées et qui viseraient, par exemple, à
faire perdre des sièges sociaux à Montréal. On a déposé une proposition. Cette proposition n'est pas exclusive. On peut également utiliser d'autres outils financiers du gouvernement dans des cas spécifiques. Mais ce qu'on a proposé, il y a quelque temps déjà avec notre équipe économique, c'est d'utiliser le Fonds des générations. Vous savez que le ministère des Finances peut dicter au Fonds des générations ses politiques d'investissement et de permettre, à partir du Fonds des investissements, de prendre des participations jusqu'à 10 % dans certaines entreprises stratégiques, particulièrement si on sent qu'elles pourraient être menacées par les offres publiques d'acquisition de type hostile. Ça n'élimine pas les autres outils, mais cet outil nous paraît particulièrement adapté à cette mission. Il faut noter que dans ce domaine, d'ailleurs, les autres actions proposées, les mécanismes de blocage de transactions, soyons très prudents avec ce genre d'outils-là, parce qu'on va créer une ambiance négative autour des entreprises québécoises et montréalaises si on les rend imperméables à toute transaction. L'impact international de cela n'est pas favorable, sans parler de l'impact négatif sur la capitalisation boursière des entreprises cotées en bourse, lorsque l'investisseur, l'actionnaire, sait qu'à toute fin pratique, toute transaction est bloquée. Alors, il ne s'agit pas de bloquer les transactions. On veut également que nos Québécois aillent à l'extérieur faire des acquisitions. Mais pour nos joyaux stratégiques, on propose ce mode d'action à partir du Fonds des générations. Cinquième élément, c'est de continuer à préserver, non seulement préserver, mais promouvoir notre culture et la langue française à Montréal. Il y a des acquis, vous le savez. Je vois Lynn et les autres collègues de l'ancien gouvernement qui ont tellement travaillé, Monique également, quartier des spectacles, la Maison symphonique. On va continuer ça. C'est une activité économique majeure, la culture. Il faut continuer à la soutenir. On a de formidables universités chez nous. On a d'ailleurs des représentants des universités à notre table. Elles sont toutes de très grande qualité. Mais on a la grande chance d'avoir, dans le top 100 des universités du monde, une université anglophone et une université francophone. Est-ce que ce n'est pas formidable? Est-ce qu'on ne nous envie pas ça partout dans le monde? Quelle fierté pour le Québec, quelle fierté pour Montréal. On doit donc soutenir nos universités, les faire progresser et les utiliser également pour favoriser le développement économique. Il faut aussi, je tiens à le dire, là, tirer parti de notre diversité et de la part des différentes cultures. Je veux dire très fortement, et c'est très profond chez moi, vous l'avez peut-être remarqué au cours des derniers jours. La diversité, ce n'est pas un problème, c'est un formidable avantage. Ça ne doit jamais être une cause de division, mais une façon nouvelle d'unir tous les Québécois et les Québécoises autour d'une identité partagée par les Québécois de toutes les origines. Voilà ma vision pour le Québec et celle que je veux mettre en place. Alors, en conclusion, je sais, je suis toujours un peu trop long, je le sais. Ce que je propose, c'est un gouvernement qui est entièrement dédié à temps plein sur l'économie, l'emploi, l'éducation et la santé, et spécifiquement notre métropole, notre capitale nationale. Vous voyez que cette campagne est dans ces derniers jours. Elle a été dure. Le ton a parfois été, à mon avis, inapproprié, même injurieux. Moi, j'ai choisi le respect. Pourquoi? Parce que je veux affirmer ici devant vous que le 8 avril, le lendemain de l'élection, lorsque nous aurons formé un gouvernement libéral majoritaire, j'entends gouverner pour tous les Québécois, de toutes les origines, de toutes les affiliations politiques, afin qu'ensemble, on remette le Québec sur la voie de la prospérité. Merci.